la communication, c'est bien, mais comment communiquer? Ça, c'est vraiment un petit peu toute la question. Il faut définir un petit peu son objectif, finalement, derrière la communication. Où est-ce qu'elle veut aller demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que, voilà, au moment présent, c'est déjà trop tard. Quand on a construit notre stratégie de communication, il y a une deuxième étape, c'est rédiger le plan de communication annuel. Entre les deux, il y a un truc. On a justement accompagné pendant plusieurs mois cette entreprise-là sur la stratégie de communication, peut-être qui a duré, si je me trompe pas, quelque chose comme 3 mois. Ah oui, 3 mois quand même pour bâtir une stratégie de communication. C'est vraiment une collaboration avec le client autour de réunions de travail. En tout cas, c'était vraiment une collaboration entre experts de l'entreprise et puis experts communication. Et oui, parce qu'il faut qu'ils aient des billes, quoi. Bienvenue dans le podcast En Business, Soyons Cash, qui a pour vocation de traiter avec franchise et authenticité les questions encore trop tabous liées à la gestion d'entreprise. Je suis Pauline Thibault, anciennement huissier de justice. Ça fait 12 ans que je baigne dans le milieu du recouvrement et des procédures judiciaires. Et je vois au quotidien des chefs d'entreprise confrontés aux impayés qui sont perdus. Ils ne savent pas comment faire ni comment réagir. Malheureusement, ils répètent toujours les mêmes erreurs. Ces erreurs les mènent parfois jusqu'à la faillite. En France, 60 000 entreprises font faillite chaque année. 90% de ces entreprises sont des TPE, PME. Ce podcast vise à éveiller les consciences autour de la relation client, du juridique, du leadership et du cash dans le business. Avec mes invités, je vais vous partager toutes les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser votre risque client, éviter les impayés et développer sereinement votre entreprise. Salut Laura! Salut Pauline! Bienvenue sur cet épisode du podcast En Business, Soyons Cash. Pour te recontextualiser un petit peu, mon ambition avec ce podcast, c'est de venir éveiller les consciences, notamment des dirigeants des petites et moyennes entreprises, sur le risque client. Tu es ici pour nous parler de communication. Exact. C'est quoi le rapport entre la communication et le risque client? Justement, il y en a un qui est assez évident, c'est que quand on va communiquer, on va créer de l'envie aux personnes à qui s'adresse notre communication. L'idée, c'est d'aller cibler les bonnes personnes et surtout que ces personnes-là ne soient pas déçues ensuite de l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre et donc qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qu'on leur a promis et ce qu'on va leur délivrer. S'il y a un décalage, malheureusement, ça va créer de la frustration, de la déception et donc potentiellement des réclamations, du litige et au bout du bout, peut-être des impayés ou en tout cas des délais de paiement. Enfin bref, ça ne sera pas un risque client maîtrisé, ça c'est sûr. Et donc ça commence par la communication. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la communication, elle est un peu en pleine mutation pour différents facteurs, et notamment 2 facteurs déterminants en ce moment, qui sont les impacts notamment du Covid, avec un essor de la digitalisation de tous les réseaux sociaux, tout ce qui est la communication digitale, les formats courts, les vidéos, tout ce qui est cliquable, parce que du coup, comme il y a plus en plus de monde qui est dans ce milieu, il faut se faire démarquer. Pour se faire démarquer, il faut être inventif, attirer l'attention, etc. Donc, on voit de plus en plus de contenu vidéo, etc. Cliquer. Donc, pour sortir du lot, c'est pas forcément évident. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi l'avènement de l'intelligence artificielle. Dans les contenus, c'est aussi un vrai sujet parce qu'il y a énormément de contenus maintenant qui sont faits avec l'IA. Et donc, finalement, tout le monde peut être expert de tout. Qui sont générés automatiquement. Voilà, en plus qui sont générés automatiquement et qui sont pas déconnants sur le contenu en tant que tel. Donc, se démarquer au milieu de tout ça, c'est pas forcément évident et pourtant, c'est indispensable parce que malheureusement, il faut aussi être là où sont nos concurrents et donc se démarquer dans ce milieu, c'est pas forcément facile. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est quand même de venir discuter avec toi de tout ça et surtout de savoir comment faire une communication qui soit impactante, qui soit efficace, rentable aussi, et surtout une communication qui soit alignée avec qui on est, avec ce qu'on a envie de délivrer, en fait, tout simplement avec nos valeurs, pour éviter derrière d'avoir de la frustration des clients, parce que, on l'a dit en introduction, c'est quand même limite ce qui est pire à mon sens. C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc Laura, je suis vraiment hyper contente de t'accueillir. Pour recontextualiser avec les personnes qui nous regardent et nous écoutent, on s'est rencontrés sur une réunion business. Je me rappelle mais parfaitement de notre première rencontre qui était à côté de Grenoble, où j'étais en train de monter un projet d'un groupe business, un groupe BNI notamment. Et où t'es venu me voir, c'est toi qui crée un groupe BNI, et une soif et une énergie. Et je me rappelle quand t'as fait ta présentation aussi, tu travaillais à l'époque chez Elle Communique.
Tout à fait. La présentation de l'agence et de ton job. Je sais pas quel âge t'avais à l'époque, t'es un peu plus jeune que moi. Et là, je me suis dit, waouh, mais moi, à son âge, jamais j'aurais eu cette assurance, cet enthousiasme, ce dynamisme. Enfin, je pense que t'en as cloué plus d'un sur place. Et je me suis dit, j'adore. Et donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça, quand il s'agit de venir parler de façon cash de sujets de communication, j'ai pensé à toi. T'as évolué, toi, depuis. Donc, vrai. si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, Laura, qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. C'est mieux. Voilà, ce qui te fait vibrer un petit peu aussi dans ton métier et qu'on puisse ensuite enchaîner sur le cœur de nos sujets. Ok, super. Merci Pauline en tout cas de m'inviter. C'est un petit peu mon baptême de podcast aussi aujourd'hui. Il en faut. Donc, je me présente, je m'appelle Laura, j'ai bientôt 24 ans, donc je suis encore une jeune de la communication. Moi, depuis le début, la com, ça a vraiment rythmé ma vie. J'ai commencé en tout cas mes études directement dans ce domaine-là. Ce qui me fait vibrer aujourd'hui dans la communication, c'est vraiment de pouvoir transmettre le bon message au bon public, de pouvoir être là du début à la fin et de délivrer en tout cas le bon message. À l'époque, quand j'étais chez Elle Communique, dans un cabinet de conseil en communication, j'étais là au début en tant qu'assistante communication, donc j'ai vraiment épaulé la chef de projet. J'ai pu évoluer aussi en même temps que la marque, aider en tout cas des clients sur divers projets. De là, ensuite, j'ai voulu aussi un petit peu aller sur le devant de la scène et me dire pourquoi pas peut-être aussi être commercial, toujours dans ce domaine de la communication aussi, pour attirer de nouveaux clients, en tout cas pour la marque. Ce qui a été super bénéfique sur plusieurs volets, notamment sur un point de vue personnel où on prend aussi confiance en soi, on peut grandir, on peut apprendre sur chacun de nos traits de personnalité et aussi sur nos axes d'amélioration. Donc ça a été un beau parcours, en tout cas sur le plan personnel et professionnel. Et puis aujourd'hui, je reviens un petit peu sur mon cœur de métier, donc, qui est la communication, mais plutôt sur la partie production. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai le plaisir d'avoir rejoint l'équipe donc de chez Routins Evolution à Gières, donc qui est une enseigne de magasins de vélos musculaires et assistance électrique, qui ont donc 5 boutiques en Isère. Et je m'occupe de déployer un petit peu toute la communication interne, externe, parce qu'il ne faut surtout pas oublier l'interne, qui est un petit peu le parent pauvre de la communication aujourd'hui, de pouvoir en tout cas fidéliser les collaborateurs pour qu'eux ensuite prêchent la bonne parole de la marque, de leur ADN, et pour qu'on puisse en tout cas délivrer le bon message au bon public et que ce soit, comme tu dis, un cercle vertueux. Voilà. C'est ça. C'est hyper important ce que tu viens de souligner sur la communication interne et la communication externe. Parce que nous, on le voit aussi dans le risque client, parce qu'en fait, tout est lié. Déjà, ta casquette d'ancienne commerciale en développement d'une agence, etc., nous, c'est là-dessus aussi que je t'avais connue. Forcément, tu vas comprendre aussi tous les enjeux du commercial, parce que la communication, et on va y revenir vraiment plus en détail, mais vraiment au service aussi d'une stratégie commerciale. Donc, c'est, je trouve, la double casquette. En tout cas, cette expérience que tu as pu avoir, je pense qu'ils ont de la chance de t'avoir recruté. J'espère qu'ils en sont conscients. Mais en tout cas, c'est une double casquette, je pense, qui est hyper intéressante. Et la com interne et externe, effectivement, c'est hyper important parce que si on communique quelque chose à un client, on a le bon message, c'est super, on a la bonne cible. Mais si en interne, la communication, elle n'est pas fluide, on va avoir des personnes, des collaborateurs, des commerciaux, des personnes à l'admin ou n'importe quoi, qui vont pas forcément être alignés sur ce message. Ou en tout cas, il y aura peut-être des non-dits, il y aura peut-être des malentendus, des quiproquos. Et en fait, au bout du bout, ça crée ça aussi de la frustration et de la déception potentielle au niveau du client final. Et ça vient mettre des petits grains de sable dans le rouage. Et la difficulté, nous, d'une prévention du risque client, c'est que c'est une addition de petites actions et une addition de petits grains de sable qui, au bout d'un moment, fait que on prend des risques sans même s'en rendre compte. Et la communication externe, ok, mais interne, c'est aussi hyper important. Donc, merci de le souligner. Je te rejoins totalement là-dessus. La communication, on le voit bien, c'est un émetteur, un récepteur. Le message, et bien évidemment aussi le feedback, c'est qu'est-ce qu'on en retire aussi de tout ça, comment on mesure la communication. C'est des sujets qu'on va sûrement aussi aborder qui sont, à mon sens, très importants. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut vraiment jouer, appuyer dès le début, mettre en place les bons process et ensuite de pouvoir l'appliquer à bon escient. Exactement. Et trop bien, c'est une bonne entrée en matière. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va être un peu en deux parties. Une première partie un peu plus théorique. On n'est pas là pour faire un cours de communication, mais quand même, il y a des fondamentaux, des méthodes, des stratégies. On communique pas, ça s'improvise pas en fait, surtout dans cet environnement
hyper concurrentiel, avec des tendances qui changent super vite. Enfin, il faut quand même savoir où on va, comment on y va et avoir une vraie stratégie. Donc, on va parler de ça en première partie sur vraiment comment faire une bonne communication et c'est quoi une bonne stratégie de communication. Enfin, en tout cas, comment faire une bonne stratégie de communication, parce qu'une bonne stratégie, ça va dépendre de l'entreprise. Donc, Tout à fait. du coup, voilà. Et plus une deuxième partie, plus concrète. Genre, une fois qu'on a dit ça, ok, mais de façon pratico-pratique. Et peut-être que tu pourras nous donner un peu des coulisses maintenant de ton quotidien aussi en tant que chargé de communication, sans rentrer dans les détails forcément de l'entreprise, mais sur le métier en tant que tel de chargé de communication au quotidien, comment on fait, comment ça se passe. Voilà, l'idée, c'est d'aller aborder côté théorique et vraiment très pratique pour que les personnes qui nous écoutent aient des billes, se rendent compte de ce qu'il faut faire, du travail que ça représente, des aptitudes, des méthodes à avoir, etc. C'est bon pour toi? Merci Pauline. Allez, trop bien. Écoute Laura, c'est parti. Dis-nous, c'est quoi déjà pour commencer la communication et ça sert à quoi? Alors la communication, c'est bien, mais comment communiquer? Ça, c'est vraiment un petit peu toute la question. C'est d'abord aussi, il faut définir un petit peu son objectif finalement derrière la communication. Quel est l'objectif de l'entreprise? Où est-ce qu'elle veut aller demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que voilà, au moment présent, c'est déjà trop tard. Tout le monde communique, mais c'est déjà de se poser en tout cas un objectif qu'on appelle SMART, donc c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, voilà, temporel et réaliste pour vraiment avoir le bon objectif et mettre ensuite les actions de communication au service de cet objectif-là. Les objectifs, il y en a plein. Se faire connaître, attirer de nouveaux clients, attirer de nouveaux prospects. Le but étant, c'est vraiment de pouvoir déjà, définir son objectif clair. Et ensuite, c'est de pouvoir en tout cas mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie de communication. Une stratégie de communication, bien évidemment, ça ne se fait pas en une semaine. Ça, c'est indéniable. Dans l'entreprise où j'étais, donc chez Elle Communique, j'ai eu l'opportunité en tout cas de vraiment comprendre, visualiser avec en tout cas l'équipe au niveau du cabinet comment on construit une vraie stratégie de communication avec nos clients. Il y a vraiment en tout cas 3 piliers aujourd'hui à respecter. Le premier pilier, ça va bien évidemment être la définition du positionnement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le positionnement de l'entreprise? C'est tout simplement, en tout cas, la place de l'entreprise. Où est-ce qu'elle veut aller, en tout cas, demain? Comment elle se positionne sur son marché vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses concurrents? Quel est en fait son ADN différenciant? Qu'est-ce qui la caractérise? Donc, par positionnement, c'est vraiment l'ADN de marque qu'on va chercher avec l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Premier point qui, quand on est dans des petites boîtes, parce que alors nous, vraiment, les personnes qui nous écoutent sont principalement des petites, moyennes entreprises, mais où au final, la personne du dirigeant est aussi hyper importante. Donc, il y a quand même aussi un enjeu de c'est quoi mon ADN? Au final, c'est quoi mes valeurs? Et finalement, comme c'est très lié avec la personne du dirigeant, il y a aussi une introspection du dirigeant, finalement, aussi, de qu'est-ce qu'il veut faire de sa boîte. Oui, c'est vrai, mais ce qui est aussi important de bien pouvoir discerner, c'est que souvent, on fait l'amalgame aussi entre, je dirais, les valeurs du dirigeant et les valeurs de l'entreprise, qui sont vraiment à dissocier. Ce qui est important quand on vient travailler aussi sur le positionnement, c'est de définir ce qu'on appelle l'ADN de marque. Donc l'ADN aussi, on va définir ensemble quelle est la mission de l'entreprise, quelle est la vision de l'entreprise et quelles sont les valeurs de l'entreprise et pas celles du dirigeant. Ok. Et c'est ça qui va être important. C'est de pouvoir vraiment dissocier les deux. C'est où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise en tant que telle, en tant qu'organisation, plutôt que les valeurs du dirigeant qui sont plutôt subjectives et liées à la personne. Donc on va vraiment travailler tout ça. Et c'est tout ce qui va finalement en fait, englober la partie positionnement. Parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, forcément, elle a quelque chose qui est différent des autres. Il faut qu'elle se démarque. Et pour se démarquer, il faut aller trouver justement ce quelque chose, ce petit truc en plus qui fait la différence. Quoi. Voilà, exactement. Complètement. C'est intéressant ce que tu dis sur la dissociation entre le dirigeant et les valeurs et là où on a envie d'emmener l'entreprise en tant que telle. Ça me fait penser à un autre épisode qu'on va aussi avoir plus tard, mais sur le côté la prolongation de l'entreprise du dirigeant. Et le problème, c'est que du coup, il y a aussi un lien quand c'est trop mélangé et trop fusionné si l'entreprise ne marche pas, c'est que moi-même, je ne marche pas ou que moi-même, je n'y arrive pas. Enfin, c'est hyper important, effectivement, de pouvoir dissocier les deux, même si forcément, on ne peut pas avoir des valeurs A d'un côté et puis faire totalement l'inverse dans sa boîte. Bien évidemment qu'il y a une cohérence. Mais bien sûr, évidemment. Et c'est pour ça que c'est super important de pouvoir se faire accompagner souvent par quelqu'un de l'externe dont c'est le métier, qui a son expertise et surtout qui n'a pas d'affect avec l'entreprise, parce qu'elle va pouvoir en tout cas apporter
je dirais son savoir-faire pour définir et co-créer en tout cas ce qu'on appelle les valeurs et surtout de donner une définition derrière. Parce que de dire aujourd'hui qu'on est professionnel, tout le monde est professionnel, mais qu'est-ce qu'on entend par professionnel ? Complètement, il faut avoir une définition derrière. Voilà, et de pouvoir ensuite incarner en interne et en externe. Et c'est ça qui fait que la communication, du coup, elle est cohérente. Complètement. Voilà. Donc ça, c'est ton premier pilier, le positionnement. Ensuite, on a quoi ? Tu nous en as parlé de 3. Oui. Alors le deuxième, et pas des moindres, ça va être la définition des cibles, mais pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est ce qu'on appelle plutôt les personas. Donc c'est-à-dire, ce sont des fiches d'identité très précises des personnes que nous souhaitons, en tout cas, aller toucher, aller cibler, que ça peut être à l'externe, autant des fournisseurs, des partenaires, forcément des prospects, des clients aussi. Mais ça qui va être important, c'est de pouvoir caractériser ces profils types qui vont nous permettre ensuite d'affiner notre communication et d'être plus précis et forcément d'être plus cohérent dans les messages qu'on va délivrer. Et qui est le troisième point, c'est qu'une fois qu'on a défini du coup ces profils types qu'on souhaite toucher, qu'est-ce qu'on leur raconte comme message ? Comment on va les toucher ? Quels mots on va utiliser ? Quel vocabulaire on va utiliser ? Et le vocabulaire, les canaux qu'on va utiliser, etc., c'est dépendant du persona, justement. Si on a un persona qui n'a pas du tout l'habitude d'être sur des réseaux sociaux, où ça lui passe à 15 000, on va peut-être pas aller s'amuser à faire de la communication hyper institutionnelle sur des réseaux sociaux, par exemple, sinon on les touchera pas. Tout à fait. C'est du coup de pouvoir avoir les bonnes accroches et en fonction des personas et des messages, c'est de se dire ces accroches-là, où est-ce qu'on va les exploiter, par quels canaux, comment on fait, combien de temps. Et c'est pour cette raison que la stratégie est en fait les fondamentaux, je dirais, de la communication, tout simplement. Comme les piliers d'une maison, si on construit le toit avant les fondations, forcément, la maison, elle s'écroule. Donc, les actions de communication, c'est une finalité, mais avant, il faut vraiment penser à cette stratégie-là, en 3 piliers, qui paraît simple sur le papier, mais qui prend quand même quelques mois aussi à se mettre en place. Qui est vraiment pas simple du tout. Mais bon. Pour l'avoir vécu aussi... donc, précédente expérience huissier de justice où on n'a juste pas le droit de communiquer, versus là où on est en société commerciale totalement libre. Non, c'est pas simple d'affirmer un positionnement, déjà de le trouver, vraiment où est-ce qu'on a envie de se positionner parmi une concurrence, de faire le tri entre les concurrences, qu'on apporte vraiment, effectivement nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de délivrer, etc., à qui on s'adresse. Les personas, une fois qu'on a dit ça, il faut aller les trouver, en fait, exactement les personnes types, parce que dans toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de nos services, on n'a peut-être pas envie de travailler avec tout le monde non plus. C'est vrai. Donc, il y a aussi avec qui je veux bosser, quoi. Exactement, et c'est important de prioriser aussi, parce qu'on ne peut pas forcément identifier 10 personas, parce que sous chaque persona, il y a des actions de communication spécifiques qui vont avoir lieu. Et puis, par manque de temps et de budget, ça va être compliqué de pouvoir tout déployer. Donc, c'est aussi une question de priorité. On ne peut pas mener tous les combats en même temps. Pas tout de suite. Voilà. Non, c'est clair. C'est clair. Et puis, comme tu le dis encore, c'est que ça sert à un objectif. Et donc, l'idée, c'est pas d'en avoir 50, quoi. Si on veut développer sa boîte de façon aussi régulière et maîtrisée, il faut avoir des objectifs et se dire qu'à un moment, choisir, c'est renoncer, quoi. Aussi, il y a un moment de se dire, ça, je vais peut-être pas faire pour prioriser plutôt telle chose. Donc après, on a vu les messages. Il y avait une chose que tu m'avais dite quand on avait préparé l'épisode, que j'avais trouvé hyper intéressante, c'était que la communication, il faut pas surestimer son pouvoir, et qu'en fait, elle est très liée à la stratégie commerciale. Aussi. Donc est-ce qu'à un moment, on fait sa stratégie de communication, on fixe ses objectifs, mais ces objectifs-là, ils découlent aussi d'une stratégie commerciale. Donc, l'articulation entre les deux, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de mots, justement, pour aiguiller, donner un petit peu des pistes ? Oui, c'est vrai que c'est assez subtil, mais il faut vraiment pouvoir travailler de pair. Aujourd'hui, la communication et le commercial doivent travailler en parfaite harmonie. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a défini sa stratégie d'entreprise, parce que oui, il faut remonter aussi un petit peu plus, un petit peu plus loin, une fois qu'elle est définie, forcément, il y a une stratégie commerciale qui va découler de cela pour ensuite aller justement toucher et attirer ces prospects qui vont devenir clients. Donc la stratégie de communication, bien évidemment, l'objectif aussi doit coller avec la stratégie commerciale pour forcément... j'ai un bug là. Pause. Ok, pause. La stratégie de communication, en tout cas, doit coller avec la stratégie commerciale. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'il ne faut pas surestimer le pouvoir de la communication. Je dirais que la communication, c'est un outil
d'aide à la vente. Donc, c'est un outil pour le commercial qui, lui, forcément, par son expérience, par son vécu sur le terrain, va faire remonter des informations, en tout cas au service marketing. Et c'est à nous aussi de pouvoir réajuster sans cesse au quotidien les actions pour que tout colle ensuite avec l'objectif commun et qu'ensuite tout fonctionne au niveau de l'entreprise. En tout cas, voilà, la communication doit vraiment coller avec la stratégie commerciale et avec la stratégie de l'entreprise pour que tout fonctionne. Il ne faut pas qu'il y ait de C'est vraiment distorsion, de cohérent décalage. et c'est hyper intéressant parce que tu vois, l'autre fois, pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec une personne, on parlait de LinkedIn. Nous, on est actifs sur LinkedIn, ça fait partie de notre stratégie de communication en lien avec notre stratégie commerciale. Enfin, clairement, on est vraiment sur ces schémas-là. Et une personne qui me disait « Ah oui, mais moi aussi, il faudrait que je me mette à communiquer sur LinkedIn. » Je disais « Oui, mais pourquoi ? Enfin, est-ce que tu en as besoin ? Enfin, pourquoi ça servirait quel objectif ? Parce que dire je veux communiquer sur LinkedIn, ça n'a pas sert de à sens. rien en soi. Et en fait, elle me disait bah non, parce qu'en fait, elle a pas besoin de client, elle est déjà satellisée, elle a pas forcément envie, mais bon, tout le monde le fait, alors il faudrait bien que je le fasse. Aucun intérêt Bah, si ou ça pas. ne répond pas à l'objectif de l'entreprise. Ouais, voilà, c'est Donc, ça. Et souvent, on a ouais. l'impression que parce que tout le monde fait quelque chose, ah bah moi aussi, il faudrait. Ben non, ou c'est vraiment pas indispensable, quoi. Et c'est peut-être pas forcément le meilleur canal. Enfin bref, voilà, c'est un peu tout ça. Tout à fait. La dernière chose dont tu nous avais, que tu m'avais aussi mis en avant, et mon Dieu, que ça, c'est un sujet, c'est le suivi justement des actions de communication et comment mesurer leur efficacité pour pouvoir peut-être aussi itérer, se dire bah ça a marché, ça a pas marché. Comment on fait pour mesurer ça ? Alors, pour mesurer tout ça, bien évidemment, quand on a construit notre stratégie de communication, il y a une deuxième étape, c'est rédiger le plan de communication annuel. Ah, entre les deux, il y a un truc. Ce n'est pas pareil. Et forcément, le plan de communication, lui, doit se réviser tous les ans. À l'inverse de la stratégie de communication, normalement, qui est faite une seule fois, sauf cas exceptionnel de fusion-acquisition, où là, forcément, la stratégie d'entreprise peut amener à changer. Le plan de communication, lui, forcément, il est constitué de plusieurs étapes, mais ce qui va être important, c'est à l'intérieur, on va retrouver l'ensemble des actions de communication qui vont répondre à l'objectif que s'est défini l'entreprise. Premier point. Et ces actions-là, forcément, elles sont associées à une temporalité et à un budget qui va permettre à l'entreprise de maîtriser sa communication, de pouvoir la piloter et aussi de définir ce qu'on appelle les KPI, donc ces outils de mesure. Donc si on prend un cas très concret, si demain dans le plan de communication, il y a écrit de refaire intégralement le site internet, et ben on va aussi mettre des outils derrière de mesure pour savoir si notre site, forcément, il fonctionne bien, s'il répond à l'objectif, s'il permet du coup de transformer des leads en clients, et tout ça par action de communication, de pouvoir vraiment identifier précisément nos outils de mesure. Pour que derrière, à la fin de l'année, forcément, qu'on se repose des questions et quand on regarde l'ensemble des actions de communication qu'on a investies et pas dépensées sur tout ça, c'est de voir est-ce que pour l'année suivante, on va réitérer l'opération, est-ce qu'au contraire, on va remplacer telle action par telle autre. C'est vraiment de pouvoir prendre du recul et de la hauteur et de se dire « Ok, j'ai mené tout ça pour cette année. Par rapport à l'année prochaine, quel est mon prochain objectif ? Est-ce que je le conserve ? Est-ce que forcément, ça peut aussi évoluer en fonction de la stratégie de l'entreprise aussi ?» Donc, c'est de pouvoir vraiment mener de plein front, en tout cas avec la direction commerciale, ces nouveaux enjeux et de pouvoir réadapter le plan de communication aux besoins au fil des ans. Donc, non, ce n'est pas un copier-coller chaque année pour gagner du temps. Et c'est ça qui va permettre, en tout cas, à l'entreprise d'avancer et de pouvoir, en tout cas, performer et avoir cette logique qu'on appelle le retour sur investissement aussi, forcément, qui est comment en fait on peut rentabiliser notre communication. La rentabiliser, c'est d'abord de fixer un objectif clair et en action, comment on répond à cet objectif et comment on le mesure ensuite pour que derrière, forcément, il y ait une réponse à apporter. Complètement. Et ça veut dire concrètement que à chaque action qu'on fait, il faut le noter quelque part. Tu vois, parce que on fait un contenu par-ci, on fait un contenu par-là, on fait un salon, on fait ceci, parce que la communication, c'est pas que des réseaux sociaux. Ça peut aussi être de la communication via... Il y en a encore qui ont des flyers, des événements en magasin, des événements sur des salons. Enfin, ça peut être vraiment très large, les actions de communication. Le podcast en est un. Le podcast en est un, de l'événementiel. Enfin, c'est vraiment hyper large. Donc, on est bien d'accord que si on veut mesurer, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on a fait comme action, donc pouvoir les distiller, les identifier, et peut-être aussi savoir par où sont arrivés les gens qu'on va avoir, les clients, qu'on puisse tracer. Sinon, on ne sait pas finalement. Donc, il faut être quand même hyper rigoureux là-dessus.
Il faut être rigoureux. C'est aussi je dirais, il faut pouvoir éduquer aussi en interne les collaborateurs avec qui on travaille, surtout sur la partie commerciale. Parce que c'est eux finalement qui ont cette écoute active du terrain et qui sont en contact direct avec les clients actuels et futurs. Et c'est de savoir aussi cette question qui paraît anodine, mais en fait, c'est comment vous nous avez connus. Qu'on se trouve dans une entreprise en B2B comme dans un magasin de vélo. Typiquement, cette phrase-là, elle est indéniable pour nous en tant que... Et ouais, pour les remonter, quoi. Voilà, en tant que chargé de communication, de pouvoir ensuite réajuster au cas par cas les actions de communication et d'être beaucoup plus impactant sur tel canal plutôt qu'un autre pour justement aller toucher ces clients-là et puis pour faire avancer aussi Donc on voit la qu'il marque. faut vraiment être hyper, très stratégique, avoir vraiment des étapes, stratégie d'entreprise, stratégie commerciale, stratégie de communication, plan de communication. À côté, on travaille le positionnement, le personnel, les messages, les canaux, le budget. Enfin, on voit que c'est vraiment un vrai travail en fait de fond. Évidemment, ça peut être un peu long. Est-ce que tu peux nous partager pour comprendre un peu concrètement, parce que tout ça, c'est bien beau. On a un beau cahier des charges, en fait. Une belle ligne de conduite, on va dire, à tenir. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que ça prend du temps, pas de temps? Est-ce qu'on peut le faire tout seul ou pas? Tu vois, là, par exemple, toi qui as en plus été en agence et maintenant en entreprise, si on prend l'exemple d'un cas que tu m'avais partagé, une entreprise qui, typiquement cas d'école un peu, à pignon sur rue, une belle enseigne, elle est présente dans la place. Et puis, elles se disent peut-être, on n'a pas trop envie de se reposer sur nos lauriers, on a peut-être envie aussi de monter en gamme, parce qu'au bout d'un moment, plus on monte en gamme, je dis pas que les efforts sont moindres, au contraire, mais on a peut-être besoin d'avoir moins de clients, on va avoir une meilleure image de marque, peut-être qu'on va attirer des personnes plus qualifiées. Enfin, c'est un tout. Donc, c'est une vraie réflexion stratégique pour le coup, de est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction ou pas. Toi, tu étais dans un cas d'une entreprise qui avait envie de monter un petit peu en gamme, tout en conservant aussi sa clientèle actuelle, dans le cas d'école que tu m'avais présenté. Comment ça se passe? Donc là, l'entreprise, elle appelle, donc soit elle t'a en chargé de com, ou soit elle appelle une agence. Comment ça se passe? Par quoi on commence? Et c'est quoi les questions à se poser? Et comment concrètement, au quotidien, ça se matérialise? En tout cas, ce qui est très important de savoir, c'est quelles ressources on dispose au sein de l'entreprise. Est-ce qu'on est apte ou pas à le faire en interne? Ça, c'est la première question à se poser. Pour ce cas d'école que je t'ai partagé, l'entreprise en question n'avait pas justement les ressources, en tout cas humaines en interne, pour pouvoir en tout cas actionner ces différents leviers au niveau de la stratégie. Et c'est là où justement, quand on n'a pas ces ressources en interne, que ce soit un responsable communication, c'est important de pouvoir justement se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier, qui vont pouvoir apporter ce regard extérieur, ce recul, et de pouvoir faire en tout cas avancer l'entreprise. Donc ça a été le cas en tout cas quand j'étais au sein du cabinet, où on a justement accompagné pendant plusieurs mois cette entreprise-là sur la stratégie de communication, peut-être qui a duré, si je me trompe pas, quelque chose comme 3 mois. Ah oui, 3 mois quand même pour bâtir une stratégie de communication. C'est vraiment une collaboration avec le client autour de réunions de travail. C'est un dossier qui est autant important que les dossiers clients que lui-même doit traiter. Ça, c'est un point d'honneur aussi qu'on se met en tout cas à ce niveau-là. Et là-dessus, en tout cas, c'était vraiment une collaboration entre experts de l'entreprise et puis experts communication. Et oui, parce qu'il faut qu'ils aient des billes, quoi. Voilà, exactement. Quand on a les personnes pour en interne, allons-y, faisons. Mais quand on n'a pas les personnes, en tout cas, compétentes au sein même de l'entreprise, forcément, ça peut être un petit peu compliqué. On va peut-être commencer à écrire des choses, mais on n'aura peut-être pas le recul et le savoir-faire pour se dire est-ce que je vais dans la bonne direction. Mais le sujet, c'est le même pour moi, que tu le fasses en interne ou en externe. C'est-à-dire que soit ta personne en interne, effectivement, tu fais faire ça par une société externe, conseil en stratégie de communication. Il y en a qui font que du conseil et qui délèguent après la prod, d'autres qui internalisent tout, peu importe. En tout cas, l'entreprise va externaliser cette partie à une agence pour se faire accompagner là-dessus. Il va falloir que ce soit vraiment un travail, comme tu l'as dit, de co-construction, et il faut qu'il y ait des allers-retours. Parce qu'il faut donner à manger à la boîte pour que l'entreprise de com, pour qu'elle puisse pouvoir produire, en fait, tout simplement. Si elle ne sait pas ce que fait l'entreprise, où elle veut aller, sa stratégie, ça risque pas de marcher.
Et de la même façon, quand on donne ça à une personne en interne, il s'agit pas de dire au chargé de com, voilà, en gros, voilà notre logo, et voilà notre charte. Enfin, ça Tout à fonctionne fait. pas, C'est quoi. le même Il process. faut, ouais, c'est ça. Il faut vraiment que la personne, elle ait conscience aussi quand elle intègre l'entreprise et que les employeurs, du coup, l'employeur ait aussi conscience de ça. C'est que s'il veut que son chargé de communication puisse dérouler et mettre en place une vraie stratégie de communication, il faut lui partager la stratégie de l'entreprise, la stratégie commerciale. C'est pas quelqu'un dans son coin qui fait juste des articles de blog, quoi. C'est ça, Enfin, exactement. on le voit souvent, en fait, c'est pour ça. Ouais. C'est hyper important. C'est important et c'est vraiment le guideline de tout communicant sur lequel nous, en tout cas, on va s'appuyer pour derrière actionner les bons leviers. Donc, que ce soit en interne, en externe, peu importe, il faut, voilà, en tout cas, se poser autour de la table avec les principaux, je dirais, intéressés, concernés, les responsables, pour avoir justement cet échange donnant-donnant entre expertise, métier, et ensuite pouvoir avoir je dirais, le bon livrable à la fin qui va nous permettre ensuite de passer à l'action, tout simplement. Ouais, complètement. Et chargé de communication en interne aussi, il doit s'imprégner Oui. de l'entreprise, comment ça fonctionne, justement son fameux ADN. C'est Parce qu'un ça. ADN, au-delà de le dire, ça se vit. Enfin, ça se vit, ça se Ça se ressent vit, ça et s'incarne. c'est pas en 2 secondes qu'on Je suis l'a en plein compris, dedans. quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, Donc, c'est vrai que là, pour intégrer une nouvelle aventure professionnelle au sein de Routins Evolution, forcément, il y a des nouveaux codes à apprendre, il y a des nouveaux process aussi. Et c'est ça aussi qui donne sens à ce que je fais aujourd'hui au niveau de la communication, de pouvoir là être, je dirais, de l'autre côté, donc pas du volet commercial, mais d'être du volet communication, de travailler en étroite collaboration, en tout cas avec le directeur commercial, qui lui va me donner des informations très précieuses pour que moi, ensuite, je puisse réajuster toutes les actions de communication qu'on va mettre en place et qui ont justement été données par Elle Communique lorsque... Donc, vous les avez accompagnés Ouais, au voilà. départ. Mais c'est vraiment ça. On voit que c'est une cohérence et une collaboration. Vraiment, c'est un orchestre presque. Tout à fait. Que chacun doit faire la même partition, quoi. Sinon ça marche pas du tout. Donc, on voit que ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Donc, si demain, vous vous dites, je veux confier à une agence ou embaucher un chargé de com pour mettre en place une stratégie de communication, on sait qu'en une semaine, c'est pas possible. Non. Donc, il faut peut-être, voilà, tu nous disais 3-4 mois, en fait, en fonction aussi de la charge de travail autre, de la disponibilité pour pouvoir communiquer toutes les informations. Donc, on est déjà sur un temps pas excessivement long, mais quand même... Il faut se poser voilà, aussi. Il faut quand même se poser, quoi. Et forcément, en fonction de l'objectif qu'on va se définir, c'est quel est le bon profil. Parce que forcément, des profils communication, il en existe, je dirais, une pléthore. On peut être spécialisé dans le community management. On peut être spécialisé au niveau du conseil communication, sur des fonctions de responsable, de directeur communication. Sur des fonctions chargées de communication, donc on est plus, je dirais, les mains dans le cambouis, à piloter tout un panel d'actions, à être en relation avec des prestataires pour que chaque projet puisse aboutir voilà, de la meilleure manière qui soit. Donc, c'est vraiment de définir aussi quel est le bon profil dont j'ai besoin pour ne pas être en sureffectif, pour être rentable aussi, et de pouvoir avoir les bonnes actions voilà, au bon moment. Complètement. Et c'est pas parce qu'on a un chargé de communication ou une personne community management ou quoi qu'on ne peut pas avoir aussi une agence. Tout à fait. En parallèle avec qui, du coup, le chargé de communication va pouvoir potentiellement travailler sur la stratégie si lui, il n'est pas forcément très bon en stratégie globale, par exemple, parce que c'est pas forcément son cœur de formation ou d'intérêt ou de métier, enfin peu importe. Il peut aller travailler avec une agence spécialisée dans la stratégie avec qui ils vont élaborer la stratégie et ensuite, eux, la déployer au quotidien tout seul, sans aide de l'agence ou alors sur des points de suivi régulier, étalé dans le temps. Mais donc, c'est vraiment pareil. Ça, c'est tout du sur-mesure en fonction de là où en est l'entreprise, son budget, ses objectifs. Donc, ça s'improvise vraiment pas du tout. Non. Une fois que on a fait ça, donc après, typiquement, comment tu vas faire ? On a bâti la stratégie de communication. Tu vas aller voir un peu les services financiers en disant j'ai quoi comme budget pour faire ça ? Est-ce que je peux faire un événement là ? Je pense qu'il faudrait faire ça. Est-ce que j'ai les moyens ? Est-ce que j'ai le budget ? Est-ce que je peux créer un compte, j'en sais rien, Instagram, LinkedIn ou quoi, en fonction des canaux, une chaîne YouTube. Enfin, comment ça se passe après dans l'entreprise au quotidien pour dérouler ? Alors concrètement, dans le meilleur des mondes, quand on a déployé le plan de communication, on sait de quel budget on dispose parce qu'il a été validé par la direction. Par contre, forcément, une entreprise, ça évolue. En 1 an, il peut se passer beaucoup de choses. Et on peut aussi être amené à être sollicité par divers prestataires qui vont nous aussi solliciter sur divers sujets. L'important, c'est de pouvoir se poser et de se dire,
de prendre du recul et se dire, par rapport à l'action qu'on vient me solliciter, de un, est-ce qu'elle répond à l'objectif? Est-ce qu'elle touche l'audience que moi, je veux cibler? Si on répond oui à ces deux questions, on peut déjà se dire qu'éventuellement, on vient rajouter ce poste-là au budget communication, mais on en a pleine conscience. Et derrière, il faut aussi que ce soit rentable. Ou alors, c'est de switcher cette action de communication par une autre du plan et de se dire, OK, celle-ci, on va la reporter pour l'année prochaine, au profit de celle-ci, qui sera beaucoup plus pertinente à l'instant T où est l'entreprise pour pouvoir, en tout cas, je dirais, toucher de nouveaux clients en fonction toujours de son objectif. Donc après, c'est l'équilibre entre on suit le plan et en même temps on garde de l'agilité pour saisir une opportunité qui potentiellement se présente et se présentera peut-être pas deux fois. C'est vrai, c'est toutes les responsabilités qu'on a dans ce métier, de pouvoir faire les bons choix, de pouvoir aussi en discuter avec justement les personnes compétentes. Et c'est vraiment ensuite une décision commune qu'on réfléchit tous ensemble et qu'on se dit go ou no go, tout simplement. C'est ça. Et tout ça dans le souci de dire aussi vraiment, encore une fois, d'avoir toujours en tête les questions que tu disais au début. Est-ce que c'est toujours cohérent par rapport à mon ADN, par rapport à mon positionnement, par rapport à ma cible, par rapport à ma stratégie? Et c'est pas juste typiquement super, on va faire de la vidéo parce que c'est à la mode de faire de la vidéo. Exactement. Le pire, ce serait de s'écarter de l'objectif. Ça. Mais on a vite fait de le faire parce que en fait, en communication, en plus, c'est tellement mouvant. Comme tu dis, on est très sollicité pour tester tel ou tel nouveau format. On voit peut-être aussi des concurrents qui font des trucs sympas en se disant là, ça a l'air chouette ce qu'ils font, on va le faire aussi. Enfin, je pense qu'on peut avoir aussi vite fait d'être attiré par certains sujets et qui, au final, s'éloignent de notre stratégie de base. Et c'est là où ça peut commencer à être un petit peu dangereux et manquer de cohérence. C'est ça. Et au final, c'est important de pouvoir faire ce qu'on appelle pas le copier-coller, mais le copier-créer. C'est-à-dire, on va regarder ce qui se passe, on analyse, et ensuite, nous, on va apporter notre patte créative par rapport à notre ADN, à nous, qui nous caractérise, et de créer quelque chose de différent, mais avec cette inspiration qu'on a pu trouver aussi, en tout cas ailleurs. Donc, c'est ça qui est la subtilité. Donc, de ne pas être sur du copier-coller pour faire pareil que les autres, parce que c'est tendance, parce que peut-être que dans 2 semaines, ce ne le sera plus. Et malheureusement, on aura épuisé beaucoup d'énergie sur quelque chose peut-être qui ne sera pas rentable. Et plutôt de se dire quel est notre objectif, quel est notre ADN, et on y va. Et comment faire pour faire retranscrire justement son ADN? Parce que ça, c'est quand même pas évident. OK, mon ADN, c'est celui-ci, je veux m'adresser à telle personne. OK, on a notre message, on a les canaux. Mais comment s'assurer qu'on est dans le bon? Tu vois, c'est là, ça va être dans l'analyse et c'est que itératif. Ou à un moment, tu sais qu'il y a des méthodes et des stratégies qui marchent mieux que d'autres. En ce moment, on en a parlé, la vidéo. On voit beaucoup de gens qui exploitent ce qu'on appelle le personal branding. Tous ces sujets-là. Est-ce que est-ce que c'est accessible à toutes les entreprises? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir un intérêt, tu vois, prononcé pour? Tu vois? Parce que comment on fait pour transcrire un ADN dans une communication? Tu vois, c'est pas forcément évident, quoi. C'est une bonne question. Ce qui est important, enfin en tout cas de mon point de vue à chaud, je dirais que faut déjà avoir une identité visuelle qui soit cohérente aussi avec l'ADN. Si je prends un exemple très concret, si demain on veut aller cibler des clients premium, il faut que l'identité visuelle, il faut que notre ADN, donc notre identité, colle aussi avec ça. Donc ça déjà, c'est une première retranscription à mon sens, parce que cette identité visuelle, forcément, elle va être exploitée sur différents supports de communication. Et ça va avoir une cohérence avec l'image qu'on veut donner, en tout cas, à l'externe. Donc ça va être le premier pas, je dirais, d'avoir cette identité visuelle qui soit cohérente avec qui on souhaite toucher, qui on est, et voilà, qu'est-ce qu'on cherche. Donc l'identité visuelle, ça va être un premier point. Et ensuite, ce qui va être important, toujours pareil, en fait, c'est de tester, analyser et mesurer les actions qu'on va mettre en place. C'est de se dire, par rapport à ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça nous a rapporté en termes de leads, en termes de notoriété, en termes de clics, par rapport aux actions qu'on aura engagées. Et après, c'est de faire un tri justement avec tout ça. Et c'est notre rôle aussi de pouvoir, je dirais, alerter la direction, ou de pouvoir être force de proposition. Donc chacun, je dirais, est maître de son entreprise et de son image. Et ensuite, il faut y aller en essayant des différents canaux, mais toujours en mesurant derrière pour avoir cette cohérence. C'est le nerf de la guerre, de toute façon, de mesurer les retours, ça c'est vraiment hyper important. Et il y a un autre sujet, quand on parlait, donc là, ce cas d'école-là, justement, c'était aussi une entreprise qui voulait prendre peut-être une nouvelle position, il fallait chercher un nouveau positionnement, monter en gamme, mais sans perdre ses clients actuels. Donc il y a quand même un moment où
peut-être pas trop en perdre, mais il y a aussi cet enjeu de Mm. il faut peut-être aussi que les clients actuels et ceux qui sont potentiellement aussi un peu ambassadeurs de la marque ou n'importe quoi, ou des fidèles clients, se retrouvent dans ce nouveau positionnement. Donc, il y a aussi un moment des choix à faire stratégiques. Faut pas se dire, on va aller là et donc on fait un virage à 360, ou alors on peut le faire. Mais si on le fait, il faut le faire vraiment en conscience, en se disant, on sait que le risque, c'est potentiellement de perdre notre clientèle actuelle pour aller en chercher une autre. Tu vois, il y a cet équilibre aussi à faire et de faire attention qu'en fait, un pivot qu'on pourrait faire peut avoir des effets secondaires. Tout à fait. Peut-être qu'on n'aurait pas anticipé. Donc, il y a Ouais. aussi ces enjeux sur lesquels il faut faire attention. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment travailler en étroite collaboration avec le commercial pour que les décisions qu'on va prendre, qu'elles soient complètement réfléchies et surtout anticipées en fonction de l'évolution de l'entreprise et d'y aller étape par étape. De pas, comme tu dis, switcher du jour au lendemain. On perd tout le monde, quoi. Et de changer de ligne éditoriale, de changer de message, de changer de contenu, de tout changer du jour au lendemain parce qu'on va perdre notre clientèle existante, parce qu'elle va pas s'y retrouver dans tout ce qu'elle a pu en tout cas avoir jusqu'à présent. Mais c'est vraiment d'y aller en tout cas étape par étape pour guider aussi notre clientèle à l'emmener aussi vers et puis vers peut-être aussi qu'ils adhèrent à un d'autres message, prestations. qu'ils adhèrent à un nouveau positionnement et qu'ils suivent, en fait, tout simplement. Forcément, c'est sûr que dans ce cas d'école-là, forcément, l'entreprise peut-être en perdra. C'est aussi en pleine conscience, mais c'est aussi le virage qu'elle souhaite prendre. Et donc, forcément, ça va engager des actions et des conséquences aussi derrière. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est pareil. Et quand on parlait de cohérence de communication interne et externe, il faut aussi qu'en interne, les personnes elles soient au courant de ces potentiels pivots ou en tout cas repositionnements pour que derrière, dans le discours, un client qui appelle « Ah, mais vous allez maintenant, vous faites ça, mais vous le faisiez pas », qu'il n'y ait pas après quelqu'un en commerce ou n'importe quoi, ou à l'admin ou peu importe, qui vienne dire « Ah non, non, mais vous inquiétez pas, en fait, pour vous, on va faire. » Et ça, des fois, moi, je l'ai déjà vu dans des entreprises. Ça donne des trucs pas très chouettes, quoi, parce que du coup, on sait plus où on va, même les collaborateurs savent plus. Il y en a un un client qui imaginait ceci parce qu'il a vu ça dans la com. C'est vrai. Et en fait, c'est pas ce qu'on lui vend, c'est pas ce qu'on lui délivre, parce qu'en fait, on délivre par rapport à des habitudes passées qui sont pas celles du nouveau positionnement. Enfin, et ça fait un espèce de méli-mélo un peu folklore, quoi. Ouais. Et c'est dangereux. Et ça, en termes de risque client, c'est hyper dangereux. Oui. Parce qu'à la fin, on a des clients qui comprennent plus où on veut les emmener, qui comprennent plus, il y a plus de cohérence, et donc ils ont cette frustration. Et donc du coup, forcément, après, c'est des gens, ça va râler, ça va faire de la réclamation, ça voilà. va générer du mécontentement. Exactement. Et forcément, ça peut générer des impayés aussi. Ça peut générer des impayés, ou du litige tout simplement. Et puis en fait, après, on patauge, on n'est plus sûr au final du positionnement qu'on veut prendre, ça va plus. On déroule plus forcément ce qu'on avait voulu. Et puis aussi les retours. C'est-à-dire que se dire ah ouais, vous avez vu la nouvelle com de la boîte, nanani, nanana, il y a toujours toujours des personnes pour avoir un avis sur tout. Il y a ça aussi à un moment, et de se dire est-ce qu'on en prend écho, est-ce que du coup on ose, est-ce qu'on continue ou pas, en fonction des échos qu'on peut avoir. C'est de rester toujours à l'écoute du client. Et de pouvoir aussi nous maîtriser ce qu'on veut faire aussi en fonction de où on veut aller, de l'image que l'on veut transmettre. Parce que comme tu dis, il y aura toujours des contents et des moins contents. Ça, c'est le jeu. Mais ce qui est super important, c'est vraiment de pouvoir toujours rester en écoute client, en écoute active. Et ça peut aussi passer par des événements. On parlait d'actions de communication, et organiser des événements, inviter tous nos clients pour qu'on puisse aussi récolter toutes ces réactions à chaud, voilà, générer de l'émotion et toujours fidéliser cette clientèle-là en les invitant aussi à célébrer des étapes importantes de la vie de l'entreprise aussi. Donc c'est ça, c'est de partager aussi ça, en fait, parce que ça fait partie d'une vie d'entreprise, d'une évolution, et donc que les clients fidèles, justement, puissent participer à ça, devenir après aussi des ambassadeurs. Je crois que tout le monde rêve d'avoir des clients ambassadeurs dans son entreprise, parce que derrière, voilà, le cercle vertueux, on est recommandé, etc., par ses clients, c'est pas forcément si simple à mettre en place. Une fois que c'est là, c'est hyper nourrissant. Et à l'inverse, ça aussi, c'est des effets qui sont pas forcément quantifiables, mais quelqu'un qui, au contraire, va avoir vécu une pas très bonne expérience parce que décalage entre ceux qui croyaient, ce qu'il a vraiment vécu, etc. Il va être en expérience plutôt négative, peut-être mal en parler.
Et ça va souvent plus vite C'est vrai. que le cercle vertueux de la recommandation. C'est vrai, Ça va inviter nos aussi, clients à répondre positivement quand l'expérience vécue c'est ça. est... Les gens, ils mettent vite des avis négatifs. Par contre, des avis positifs, il faut on toujours aller l'a les dans notre chercher. tête, mais voilà, on n'ose C'est pas ça. l'écrire. C'est ça. Ouais. Et puis parce que aussi, souvent, il y en a qui n'osent pas aller les demander. C'est- Donc, en communication Ouais. aussi, ça fait partie d'une action de communication potentielle aussi, de mettre en place peut-être des enquêtes de satisfaction, d'aller mettre des avis. Maintenant, les gens, ils regardent souvent les avis quand même Oui. sur Internet. Mine de rien, ça compte aussi. C'est un gros point de recommandation que tu soulignes et c'est très important de le faire, c'est de solliciter des recommandations, en tout cas pour Ouais. nos clients. Et oser. Et Oser le surtout, faire. oser le faire. Oser le faire. Il y a souvent aussi, on voit ce frein de personnes qui osent pas ou quoi, mais après, tout est question de posture. On va pas aller s'éloigner sur ce sujet-là parce C'est qu'on en encore un aurait encore autre, pour des heures. Mais en vrai, Ouais. tout part aussi beaucoup de là, quoi, de oser, de croire dans son offre, dans son produit ou son service, convaincu de la valeur que ça va apporter. Et si ça l'a effectivement apporté au client, Oui. bah, qu'ils le partagent et qu'on leur demande de le partager parce que je trouve que c'est aussi valorisant et que ça peut servir d'autres personnes. Enfin, si une entreprise a pu avoir de la valeur sur un produit, un service, que vraiment ça lui apporte quelque chose dans son quotidien, voire ça change sa vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, autant qu'il le partage, que ça puisse après aussi servir à d'autres qui vont pouvoir lire les commentaires ou j'en sais rien. Enfin, Et d'autres qui se reconnaîtront peut-être aussi dans cet objectif initial. Donc, c'est de pouvoir aider Complètement. d'autres personnes. Complètement. Hyper intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même sur tout ça. Donc vraiment, cette stratégie globale de comment ça se concrétise en pratique, on voit que c'est vraiment un boulot qui demande beaucoup d'agilité. De justesse. Et de remise en question aussi, souvent itératif. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'on considère que ça n'a pas marché parce qu'il faut encore un peu d'effort? Parce qu'il y a aussi de l'inertie. Les résultats en communication, ils n'arrivent pas en 5 minutes. Non. Ou est-ce que c'est que ça ne marche pas? Donc d'être vraiment à l'écoute de ça, avoir l'agilité de rebondir, etc. Donc c'est hyper intéressant. On va partager un livre blanc avec tout ce que tu nous as dit. On va écrire un livre blanc là-dessus avec vraiment la stratégie de communication, enfin les étapes vraiment pour construire une stratégie de communication. On va pas livrer une stratégie parce que voilà, encore une fois, elle va dépendre des objectifs de l'entreprise. C'est confidentiel. Voilà. Non, et puis en plus, on veut pas connaître la vôtre parce que effectivement, c'est confidentiel. Mais en tout cas, comment bâtir une stratégie de communication et dans le quotidien, voilà, avoir peut-être les petits tips, demander comment vous nous avez connus, savoir qu'il faut un petit peu de temps, etc. Voilà, on va bâtir quelque chose là-dessus. Est-ce que toi, tu as une action que tu aimerais inviter les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent à faire peut-être pour qu'ils puissent en savoir plus ou voir concrètement une communication? Dans le concret, ce qui serait en tout cas super chouette, depuis que j'ai en tout cas pris mes fonctions, je suis justement en train d'essayer de réfléchir à tout ce qu'on a expliqué au niveau de la stratégie, et le plan de communication a été fait, à toute cette stratégie digitale aussi au niveau des réseaux sociaux. Donc pourquoi pas en tout cas nous suivre sur la page LinkedIn de Routins Evolution, parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à partager aussi, et de pouvoir aussi partager nos expériences ensemble et de voir si on peut complètement. s'aider, Et j'invite les personnes à le faire. Alors déjà d'une pour découvrir l'entreprise parce que c'est toujours intéressant en plus sur des vélos. Si je dis pas de bêtises, on est surtout pour ceux qui seront sur notre région, il y a des passionnés, donc ça peut toujours être intéressant. Et aussi pour voir en fait la communication, peut-être l'évolution. Et je trouve que de s'inspirer de ce que peuvent faire des entreprises, c'est intéressant parce qu'il y a des choses qu'on peut prendre ou d'autres, au contraire, on peut dire mais moi, jamais de la vie, j'aimerais faire ça. Ou au contraire, ce format, il est sympa. Est-ce que ça serait cohérent par rapport à ce que moi, j'aimerais faire ou quoi? Je trouve que ça peut ouvrir aussi un champ des possibles et voir concrètement, je sais pas, moi, le rythme des publications, les réseaux, quel format on utilise sur quel réseau. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de regarder un petit peu ce qui se passe avec un œil critique. C'est vraiment important de se nourrir des autres. Toujours. Parce que même si on pense avoir la meilleure idée du monde, il faut pouvoir tester, il faut pouvoir mesurer, mais il faut aussi pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs. Et copier, créer. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Le mot du jour. Copier, créer. Complètement. Moi, j'invite tous les auditeurs et personnes qui nous regardent à s'abonner à ma page Insta et LinkedIn, dans lequel je partagerai aussi le profil à suivre pour toi. Et à partir de mes pages, il y aura effectivement le lien pour aller télécharger le livre blanc avec toutes les pépites que tu nous as délivrées. Donc, Laura, vraiment merci.
d'avoir accepté l'invitation. Et je te souhaite une très, très belle continuation et réussite dans ce nouveau projet. Merci à toi. À très vite. À bientôt.